Dès le titre, Alain Badiou pose un indice de son analyse pour qualifier les événements de Paris. Il n'emploie pas le mot attentat, mais le mot tuerie, ce qui rapproche leurs auteurs des tueurs de masse américains et exclut d'entrée la référence à l'islamisme radical. Pour le philosophe, notre monde n'offre plus d'alternative au système dominant. Et c'est précisément cela qui irait chercher les jeunes qui se jettent dans ce qu'on appelle le djihadisme. L'échec du communisme, la chute du progressisme ont laissé place à un désert idéologique. Bonsoir Alain Badiou. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes philosophe mais aussi romancier et dramaturge français. Vous êtes l'auteur de ce livre, Notre mal vient de plus loin, penser les tueries du 13 novembre. C'est chez les éditions Fayard. Alain Badiou, disons-le, pour une immense majorité, la cause est entendue. Ces attentats sanglants du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis en France sont le fruit, le résultat de l'islamisme radical. Pour vous, il n'en est rien. Je pense qu'il faut concevoir que l'islamisme vient en fin de trajectoire chez ces jeunes déréglés, ces jeunes tueurs, et non pas au début. Ouais. De toute façon, on ne voit pas si l'islam était le seul responsable, pourquoi une petite minorité, finalement, Dieu merci, de gens qui se réclament de cette religion commettent des actes de ce genre. Et je crois donc qu'il faut d'abord que la subjectivité de ces jeunes gens soit constituée, et elle est constituée à partir du monde tel qu'il est. Elle n'est pas constituée directement par l'islam. D'ailleurs, comme vous le savez, beaucoup des recrues de l'État islamique sont des convertis de fraîche date, certains même des occidentaux, des jeunes occidentaux, et tout ça converge vers l'idée que c'est plutôt une sorte de nihilisme personnel, d'impasse dans l'existence, de désir non satisfait, de frustration amère par la vie qui leur est proposée, qui les conduit à un moment donné à s'islamiser. Alors, j'ai appelé ça une sorte de fascisation subjective, c'est-à-dire le goût amer, très dégoûté de l'existence, un espèce de culte sauvage du combat et de la mort, qui se construit sur la base d'une déception existentielle fondamentale que le monde crée. Là-dessus, naturellement, l'islam va intervenir et proposer une sorte de langage et d'issue. Pour autant, dans les revendications, les auteurs de ces attentats, Alain Badiou, ne parlent pas de ce malaise. Ils ne disent pas « nous sommes rejetés, la France ne veut pas de nous ». Ils disent clairement « votre président intervient au Mali, en Syrie. Lors des attentats contre Charlie Hebdo, c'était « nous avons vengé le prophète de l'islam ». Ils font référence. Ah mais bien entendu, c'est ça qui leur donne un langage, c'est ça qui leur donne une position, une situation. Ils ne vont pas venir se plaindre comme justification de leurs actes, ils ne vont pas venir pleurnicher sur leur situation. Au contraire, ils ont le sentiment de commettre quelque chose de terrible, de glorieux, qu'on va enfin parler d'eux. Ils y laissent leur vie de surcroît, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et donc, je pense qu'ils ont... c'est ça que l'islam leur procure. L'islam leur procure un langage et une position qui, globalement, peut être caractérisée d'anti-occidentale, d'hostilité au monde, dans lequel ils sont nés et dans lequel ils ont tous considéré qu'ils n'avaient pas la place qu'ils espéraient avoir. L'islam comme label idéologique. Parlons du titre. Alain Badiou, vous n'employez donc pas, je le disais, le mot attentat, ni attaque, qu'utilisent souvent les anglo-saxons, mais le mot de tuerie. Pourquoi, au juste? Eh bien, je pense que attentat désigne historiquement quelque chose qui était un acte meurtrier, ciblé, politiquement défini. Je pense par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, on pense aux nihilistes russes de la fin du XIXe siècle qui montaient, qui organisaient un attentat contre le tsar. Et on peut penser aussi, du point de vue de la référence littéraire, au personnage de Tchen au début de La condition humaine de Malraux, qui aussi organise un attentat contre les chefs politiques de ses adversaires. Donc je pense qu'il faut réserver attentat à ce genre d'initiative. À cet égard, d'ailleurs, l'épisode de janvier ressemblait plus à un attentat, parce que les cibles étaient vraiment désignées. C'était les terribles membres hostiles à la religion de Charlie Hebdo, c'était, il faut le dire, les juifs en général, et c'était les policiers. Donc ça, c'était plus des attentats, parce que la cible était définie. Là, ce sont des jeunes, ils tirent dans le tas sur n'importe qui,
Je pense que c'est un meurtre de masse, il faut lui donner ce nom, et que la justification idéologique est plaquée dessus, mais ne détermine pas ceux qui sont visés. Du coup, ça rapproche en tout cas ce mot tuerie, hein, ça rapproche ces attentats des fusillades commises aux États-Unis, mais pas seulement. On a vu aussi en Norvège, hein, Anders Breivik commettre ces crimes de masse. Est-ce à dire que vous y voyez un dénominateur commun? Je vois un dénominateur commun, certainement. Dans tous les cas, il faut voir qui sont les acteurs réels de ces crimes, ne pas les confondre immédiatement avec des catégories beaucoup trop générales comme l'islam ou comme le monde arabe, etc. Il faut voir que l'histoire personnelle de ces gens commande finalement ce qu'ils font, quel que soit le décor idéologique dans lequel ils se placent, et que cela, c'est en effet une sorte de criminalité propre à notre monde, déployé et développé, et qui, une fois de plus, renvoie, et je ne vois là aucune excuse, je ne pense pas comme M. Valls que comprendre, ça soit excuser. Je pense qu'il faut tout comprendre, au contraire, pour ne pas excuser, avec de bonnes raisons. Et je pense que c'est cette subjectivité que j'appelle nihiliste, qui est toujours mortifère, et qui, au fond, est toujours une espèce de suicide en même temps que c'est un meurtre. Donc c'est une déploration de sa propre vie. C'est un moment où sa vie ne compte pour rien, finalement. Et ça, c'est une disposition subjective tout à fait particulière, tout à fait exceptionnelle, que je pense le monde de la consommation, le monde qui nous est présenté constamment dans nos régions privilégiées, crée d'une certaine façon comme une espèce de déception, de frustration, de dégoût, à la fois amer et agressif. Alors justement, Alain Badiou, pour vous, ces attentats du 13 novembre sont, pour une grande part, le fruit du capitalisme mondialisé. Les auteurs en sont-ils, pour vous, le pur produit? Et si oui, pourquoi? Expliquez-nous. Eh bien, le capitalisme mondialisé, c'est une expression un peu abstraite comme ça, mais concrètement, ça signifie des choses tout à fait saisissantes, hein. Nous savons par des statistiques tout à fait récentes que 164 personnes au monde disposent d'une fortune équivalente à celle de 3 milliards d'autres. Donc nous avons des inégalités proprement monstrueuses, proprement pathologiques, comme l'humanité n'en a jamais connu, même du temps de la noblesse ou de la monarchie, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons probablement entre 2 et 3 milliards de personnes qui comptent pour rien. C'est-à-dire de personnes qui n'ont accès ni au marché ni au travail, à rien, et qui sont donc du point de vue du capitalisme lui-même, où on vante, n'est-ce pas, les performances, les réussites, etc., qui sont donc des gens qui sont exactement des zéros. Alors cette coexistence entre une oligarchie extrêmement étroite et une masse considérable de zéros, c'est une situation pathologique, et c'est une situation qui crée nécessairement, comme toute situation pathologique, comme toute maladie, de graves symptômes. Et je ne dirais pas qu'ils en sont le produit direct nécessaire, etc., mais je dirais qu'ils en sont absolument le symptôme. Ça, je le maintiens. Et vous dites aussi qu'il y a un champ politique totalement vide, il n'y a pas d'alternative et que c'est pour cela que ces jeunes se jettent dans ce qu'on appelle le djihadisme. Évidemment, c'est évident que s'il y avait une voie qui leur permette de symboliser leur amertume, leur déception, le fait qu'ils n'ont pas de place dans le monde tel qu'il est, le fait qu'ils sont comptés pour zéro, s'ils pouvaient en quelque sorte formaliser cela, symboliser cela dans une voie créatrice, une voie qui proposerait un autre monde réel au niveau général, ce qu'on a appelé autrefois communisme, et je reprends ce mot parce que je n'en ai pas trouvé d'autre, simplement, eh bien, on pourrait organiser ces jeunes gens, on pourrait organiser cette force dans une dimension qui ne serait pas celle qui consiste à déplorer l'existence elle-même. Notre mal vient de plus loin. Venir de loin, c'est le motif central, Alain Badiou, de votre livre, puisque vous évoquez, en grand connaisseur attentif des tragédies antiques, ce que Phèdre dit dans la pièce de Racine, « Mon mal vient de plus loin ». Vous situez l'origine de ce mal, de cet échec, dans les années 70, très précisément 1976. Pourquoi? Quel est ce tournant? Je pense que le tournant, c'est d'une part le sentiment d'échec des grandes révoltes et tentatives révolutionnaires planétaires dont les acteurs principaux ont été la jeunesse dans la fin des années 60 et le début des années 70. Ça, c'est le premier élément, cet élément négatif. Et à partir du début des années 80, de toute évidence, progressivement, une espèce d'ample victoire de la domination capitaliste planétaire, avec évidemment le fiasco et l'effondrement de tous les États socialistes. Et vous dites notamment, nous pouvons dire que notre mal vient de plus loin que l'immigration, que l'islam, que le Moyen-Orient dévasté, que l'Afrique soumise au pillage. Notre mal vient de l'échec historique du communisme. Donc, il vient de loin, en effet. Le fameux communisme, dites-vous, invoqué
que vous évoquez dans ce livre, vous parlez du nom historique qui a été donné à une pensée stratégique, disons, de la structure capitalisme hégémonique. Ça devient un peu compliqué à éclairer. Oh, mais on peut le dire très simplement. Allez. On peut le dire très simplement. Aujourd'hui, il y a une pensée unique, qui est que l'organisation de la production, des échanges et du travail par le capitalisme et son oligarchie dominante est la seule voie possible pour l'organisation de la vie sociale et économique. C'est une idée qui s'est imposée progressivement dans les années 80 et qui, évidemment, a utilisé, c'était très naturel, le fiasco des grands États socialistes. Donc, nous sommes dans un monde où la pensée est réduite à une option et non pas à deux. C'est une grande différence par rapport aux années 60-70, précisément. J'en appelle à la reconstruction progressive sur des bases qui feraient le bilan du passé, naturellement, d'une option positive, affirmative, égalitaire, qui serait proposable à la jeunesse du monde entier. Et tant que ce ne sera pas fait, nous aurons de graves symptômes pathologiques, si même nous évitons les grandes guerres. Après tout, des petites guerres, nous en avons déjà partout. Voilà. Comment s'arracher à tout ça? C'était ma dernière question. Vous venez d'y répondre. Donc, en cherchant avant tout, écrivez-vous, à substituer mentalement et pratiquement un espace international et même transnational qui soit à la hauteur de la mondialisation capitaliste. Merci beaucoup, Merci Alain à Badiou, vous d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.